15h30 sur BFM TV, à la une de l'après-info, une tornade instantanée serait-elle à l'origine de la mort d'un père de famille? C'est l'argument de la direction du parc aquatique du Var, d'où s'est envolée cette structure gonflable qui a laissé une fillette de 4 ans entre la vie et la mort. Météo ou défaut de sécurité, l'enquête en tout cas tente de déterminer les causes de ce drame. Une centaine de Français attendent en ce moment leur évacuation de l'aéroport de Niamey. Le Quai d'Orsay procède au rapatriement de nos ressortissants 6 jours après le putsch militaire au Niger. 10 à 15 millions d'euros, c'est l'estimation faite du braquage qui a eu lieu aujourd'hui dans une bijouterie piégée de la place Vendôme à Paris. Les auteurs ont pris la fuite sans faire de blessés. Tous les détails sur cette affaire dans ce journal. Au lendemain de la mort d'un père de famille emporté par le vent dimanche dans cette structure gonflable où il jouait avec sa fille à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la direction du parc varois se dit en deuil. Elle déplore une tornade instantanée, selon ses termes, qui aurait emporté la structure. Alors, bourrasque imprévisible ou défaut de sécurité, l'enquête est en cours pour identifier les causes de ce tragique accident. Hilal Aflahi. Plus de 24 heures après le drame qui a coûté la vie à un homme de 35 ans, les responsables du parc Wonderland déclarent être en deuil, effondrés pour la famille touchée. L'un d'eux s'est confié à BFM TV. Il indique que rien ne laissait présager un tel incident. On a vécu une tornade instantanée. Le matin même, les conditions météorologiques étaient très bonnes. Une bourrasque imprévisible s'est abattue soudainement, décrochant d'un coup cette seule structure gonflable, sans impacter les autres. Ce dimanche, Météo France enregistrait des rafales de vent de plus de 50 km/h à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Mais l'un des responsables de Wonderland l'assure, les mesures de sécurité encadrant le parc et ses installations étaient bel et bien respectées. La structure rectangulaire qui s'est envolée pèse 2 tonnes. 1 tonne pour la structure et 1 tonne d'eau à l'intérieur. Elle était fixée avec 10 crochets, supportant chacun un poids total de 200 kg. Un dispositif qui n'a pas empêché l'envol de la structure gonflable où se trouvaient un père et sa fille. L'installation s'est retrouvée à plusieurs mètres de hauteur avant de s'écraser, causant la mort du père de famille âgé de 35 ans. Sa fille de 4 ans est toujours hospitalisée dans un état critique. L'un des responsables de Wonderland affirme avoir déjà fermé le parc mardi et mercredi dernier à cause de conditions météorologiques défavorables. 2 jours de fermeture par précaution qui auraient dû les alerter selon cette habitante dont la maison donne sur les installations. Il y avait déjà une structure qui s'était envolée. Donc voilà, c'était prévisible, quoi. Le parc Wonderland était installé sur ce terrain depuis le début du mois de juin. Une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte. À noter que l'autre parc, Wonderland Stiolui, à Roquebaron, toujours dans le Var, est lui aussi fermé. Décision prise par le maire de la commune par mesure de précaution, le temps de l'enquête. Alors on l'a entendu, on a vécu une tornade instantanée. C'est en tout cas ce que déclarent les responsables du parc. On fait le point avec vous, Kevin Fleury. Dimanche après-midi, dans ce secteur du Var, il y a eu cette tempête, cette tornade instantanée. Alors les conditions étaient très calmes en fait dans la zone. C'était des conditions anticycloniques avec du ciel bleu, il n'y avait pas d'orage. Donc pour qu'une tornade se produise, une tornade comme on la connaît tous, c'est donc ce cône qui descend d'un nuage d'orage et qui vient apporter des vents violents. Visiblement, ce n'était pas du tout le cas. On a eu des rafales entre 12h et 15h, autour de 46 km/h pour les plus importantes. Ça, c'est les données de Météo France officielles. La station est installée en plus au cœur de cette commune. Et à partir de 15h, on a eu une rafale à 53 km/h. En revanche, ce qui a pu se produire, c'est ce qu'on appelle un tourbillon de poussière, un dust devil, pour parler en anglais comme les Américains. Donc en fait, c'est un cône qui se produit de vents assez forts, qui peuvent être assez forts, peut-être plus conséquents que les 50 km/h, mais qui donc se crée dans une masse d'air sèche et chaude. Et ça, c'est éventuellement ce qui a pu se produire. Pour le confirmer, seuls les témoins sur place pourront le dire, puisque la station Météo France n'est pas capable évidemment d'affirmer qu'il y a eu un dust de ville, et évidemment les prévisionnistes non plus. Donc voilà pour la situation météo sur place. Une tornade, comme on la connaît tous, ça semble assez compliqué pour le moment. On rappelle que dans ce drame, un père est décédé, mais sa fillette, on le disait, 4 ans, elle est toujours à l'hôpital. Alizé Boissin, vous êtes à la Timone à Marseille. C'est là que la petite fille de 4 ans donc, a été admise dimanche dans un état critique. Quel est son état de santé aujourd'hui ?
Écoutez, la petite fille est toujours en état d'urgence absolue. Son pronostic vital reste engagé. En fait, après l'accident, cette structure gonflable, donc vous le disiez, qui s'est décrochée qui s'est décrochée sur plusieurs mètres. La victime se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers sont arrivés très rapidement. Ils ont pu la réanimer et puis ils ont pris la décision de l'élitreiller jusqu'ici, jusqu'à l'hôpital de la Timone à Marseille où on se trouve avec Julie Rosaire. Mais donc, je vous le disais, son pronostic vital est toujours engagé. Dans un autre temps, son père, âgé de 35 ans, lui aussi visiteur dans la structure gonflable qui s'est détachée, a été transféré d'abord dans un autre hôpital marseillais, mais il a malheureusement succombé à ses blessures. Et donc maintenant, toute la question est de savoir quelles sont les causes de cet accident. Est-ce qu'il s'agit du vent, comme vous le disiez à l'instant? Est-ce qu'il s'agit de la sécurité de la structure gonflable ou même du parc qui accueille des visiteurs? Alors une enquête est ouverte, une enquête menée par la gendarmerie pour homicide et blessures involontaires. 14h34 sur BFM TV, les ressortissants français arrivent en ce moment à l'aéroport de Niamey, encadrés par la police nigérienne et la police française également, en attendant d'embarquer à bord des avions militaires affrétés par la France face à la dégradation de la situation au Niger. Et 2 jours après cette manifestation devant l'ambassade française, une centaine de volontaires attendent donc de quitter le pays. Yael Khan. Les évacuations des ressortissants au Niger ont débuté. Le premier avion français, un Airbus A330, a atterri à Niamey. L'avion devrait ensuite quitter le Niger en milieu d'après-midi. Plusieurs appareils sont impliqués dans une rotation pour évacuer les Français et les Européens. Plus tôt, l'ambassade française de Niamey avait fait cette déclaration. Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey. Une décision que le Quai d'Orsay justifie par les violences de ce dimanche. Des manifestants qui soutiennent les militaires putschistes ont attaqué l'ambassade de France au cri de slogans anti-français. Le ministère des Affaires étrangères s'inquiète aussi de la fermeture de l'espace aérien. La fermeture de l'espace aérien laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens. Au total, ce sont près de 600 Français qui se trouvent actuellement au Niger. Une opération d'évacuation qui intervient alors que les dirigeants ouest-africains de la CEDEAO ont fixé un ultimatum d'1 semaine à la junte militaire au Niger pour un retour complet à l'ordre constitutionnel et n'a pas exclu un recours à la force si ça n'est pas le cas, une initiative soutenue par la France. La direction de la résidence de villégiature du président de la République française au fort de Brégançon dans le Var avec vous, Angie Louata. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on affirme que le président français organise à distance, avec de nombreux interlocuteurs, ces évacuations. Effectivement, organisation de ces évacuations, environ 600 résidents français à Niamey notamment, organisation qui se fait depuis la résidence de villégiature du président de la République, le fort de Brégançon notamment, contact étroit également avec les ministères, avec les équipes de l'ambassade de la part du président de la République. Malgré les vacances, évidemment, il suit heure par heure ce qui se passe au Niger. Il y a eu ces communications extrêmement fortes entre hier et aujourd'hui avec notamment les chefs d'État de la région, de la CEDEAO, le président Mohamed Bazoum qui l'a pu avoir au téléphone à plusieurs reprises, le président du Niger, et puis également donc l'Élysée qui a communiqué dimanche en expliquant que quiconque s'attaquerait aux intérêts de la France, aux emprises françaises, aux ressortissants, à l'armée, également aux diplomates français au Niger, une réplique immédiate et intraitable, dont des mots extrêmement forts utilisés dans ce communiqué du président de la République et de l'Élysée. Une situation suivie de près, rappelons-le, depuis la fin de son voyage dans l'Indo-Pacifique par Emmanuel Macron, qui a immédiatement condamné ce qui s'était passé au Niger la semaine passée lors de ce voyage. Merci Angie Louata en direct donc du fort de Brégançon pour BFM TV. Un premier temps, la France avait renoncé à procéder aux évacuations des Français au Niger. Un revirement a donc précipité cette décision. Ulysse Gosset, spécialiste éditorialiste politique internationale, comment interpréter ce changement de cap du Quai d'Orsay ? Bien, c'est avant tout la volonté d'assurer la sécurité des Français en se disant que si évacuation il devait y avoir, il valait mieux l'organiser, je dirais, sans précipitation,
avec des moyens qui sont mis en œuvre de façon je dirais, efficace, avec l'accord des autorités du Niger. C'est très important car l'espace aérien est officiellement toujours fermé. L'aéroport ne fonctionne pas, les frontières également du pays sont fermées. Donc il valait mieux essayer de trouver un accord avec les putschistes pour leur demander l'autorisation d'atterrir et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ces avions français qui pourraient arriver à Niamey, puisque vous savez que la France a été accusée par la junte de vouloir intervenir militairement. Donc il fallait désamorcer cette incompréhension ou ce malentendu, ce qui a été fait. La ministre d'ailleurs des Affaires étrangères l'a confirmé hier, il n'y avait pas du tout de plan d'intervention français à ce stade. Et donc il fallait essayer d'organiser cette évacuation dans les meilleures conditions possibles pour que les Français puissent donc rentrer en France s'ils le souhaitent ou rester au Niger s'ils le souhaitent, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Français qui vont vouloir rester, qui ont toute leur vie au Niger et qui ne se sentent pas menacés. Et je dirais c'est pour réitérer ce qui avait été fait en Afghanistan. Vous vous souvenez peut-être de l'évacuation de Kaboul. Les Français, là aussi, avaient pris les devants et appelé plusieurs mois avant le départ annoncé des Américains, leurs ressortissants à quitter le pays. Plusieurs vols avaient été organisés par le Quai d'Orsay et avec l'ambassade de France à Kaboul pour justement préparer les choses avant qu'elles ne dégénèrent. C'est un petit peu la même conduite qui a été mise en place, avec l'idée quand même que la situation est loin d'être réglée, puisqu'il y a un ultimatum qui court jusqu'à la fin de la semaine, celui de la CEDEAO. De la part des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Est-ce qu'il y aura intervention militaire? Personne ne le sait. Mais en tout cas, les putschistes, pour l'instant, semblent déterminés à rester. Pas question de rendre les armes. Et le président Bazoum, qui a été élu démocratiquement, refuse toujours de démissionner. Donc, il y a une sorte de face-à-face, de statu quo, qui peut éventuellement mal tourner, d'autant que d'autres manifestations sont prévues dans la semaine. Donc, il s'agissait de prévenir et d'organiser les choses pour qu'elles se passent le mieux possible. Évidemment, ça constitue aussi un geste vis-à-vis du pouvoir du Niger, en disant nous partons, vous avez les clés en main et cela annonce peut-être d'autres décisions pour l'avenir. Dans l'actualité également à 15h40, cette question où en est la colère des policiers après le placement en détention provisoire de leurs collègues de la BAC de Marseille, soupçonnés d'un tir de LBD qui a conduit à l'amputation d'une partie du crâne du jeune Eddy dans le contexte des émeutes urbaines de ces dernières semaines. De nombreux fonctionnaires s'étaient notamment mis en arrêt maladie. Des tendances à l'amélioration ont été communiquées. Que disent-elles précisément? Élément de réponse de Maxime Brandstetter, journaliste police-justice de BFM TV. Alors, pas exactement des chiffres, mais plutôt des tendances. On n'a pas le nombre exact d'arrêts maladie, mais on sait qu'il baisse. On sait que par exemple dans la zone sud, là où est partie l'affaire, puisque c'est un policier de la BAC de la zone sud dont on parle, il y a moins 13% d'arrêts maladie, moins 40% pour la zone préfecture de police de Paris. Donc pour la première fois, une source police nous indique qu'effectivement ce nombre d'arrêts maladie, ce mouvement semble un petit peu baisser. La question qui se pose, c'est quelles sont les raisons de cette baisse? On ne les a pas exactement, mais il y a plusieurs hypothèses. Déjà, forcément, l'usure de rester en arrêt maladie ainsi. Peut-être la satisfaction. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, il a accueilli les syndicats et il a pris un certain nombre d'engagements. Il a donné un calendrier selon ce que lui demandaient les syndicats de police. Donc peut-être que c'est cette satisfaction-là. Un syndicaliste nous disait aussi peut-être que c'est lié à l'approche. Vous savez, le 3 août prochain, jeudi prochain, on va examiner l'appel en détention provisoire du policier. Les policiers, ils n'ont pas envie qu'il reste en détention provisoire et ils savent que les juges n'aiment pas agir sous la pression. Donc il y a peut-être un intérêt à réduire le mouvement juste avant cette décision. En tout cas, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que jeudi prochain, le 3 août, la décision sera observée. Et s'il reste ou pas en détention provisoire, on verra si ça a un effet ou pas sur le grogne des policiers. Avec nous en direct sur BFM TV, Eddy Cid, bonjour. Délégué du syndicat SGP Police FO de Marseille. Eddy Cid, doit-on se réjouir de ce retour à la normale ? Je pense que c'est un peu trop précoce pour parler de retour à une quasi-normalité ou une normalité quelconque. Effectivement, comme tout mouvement, on connaît des hauts et des baisses. Factuellement parlant, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres quantifiables, quels que soient, même ceux effectivement qui ont été donnés par notre ministère de tutelle. Il y a un peu plus de monde, c'est vrai, dans les services actuellement. On le voit, c'est assez visible. Maintenant, on ne sait pas si c'est un épiphénomène ou c'est un phénomène qui sera non pas conjoncturel, mais structurel.
Ce qui est sûr, c'est que la décision, effectivement, et qui sera rendue le 3, redonnera de la vigueur au moment ou pas, selon, effectivement, ce qu'il en sera. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut rester, effectivement, faire preuve d'humilité par rapport à ça et attendre de voir véritablement ce qu'il en est plutôt dans les semaines à venir que dans les jours, en fait. Oui, vous évoquiez notamment la date du 3 août. C'est là que la Cour d'appel va se prononcer sur cette détention provisoire qui concerne votre collègue de la BAC de Marseille. Est-ce que donc vous pensez que si la Cour maintient votre collègue en détention, eh bien cela va peut-être relancer ce mécontentement ? Très factuellement parlant, il est certain que c'est ce qui a cristallisé le plus grand nombre de rancœurs. Et ça a été la goutte d'eau pour certains de mes collègues qui sont là aujourd'hui, que c'est ce qui les a poussés en burn-out et en dépression, voire en anxiété généralisée. C'est ce qui est marqué sur les arrêts, c'est pas moi qui l'invente, que mes collègues ont transmis à l'administration. Donc, il est possible effectivement que cela redonne de la vigueur à un mouvement que nous, les syndicats, nous n'avons pas encadré. C'est pour ça qu'effectivement, nous avons vraiment beaucoup d'humilité sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement 562, celui qui est en parallèle de ce mouvement d'arrêt maladie, que nous avons initié au syndicat Unité GP Police, qui est la grève de l'initiative, quelque part, pour vulgariser les choses. Ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter tant que nous n'aurons pas de réponse factuelle à apporter sur la protection juridique de nos collègues, sur la maintien de salaire en cas de suspension. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés par le ministère de tutelle. C'est des éléments effectivement qui nous ont rassurés, mais nous attendons du concret pour que les choses soient véritablement transformées et que nos collègues soient assez satisfaits des avancées. Mais vous attendez la réponse de qui, décide ? On attend un peu d'abord effectivement sur la protection fonctionnelle, sur ce qui est possible effectivement dans notre ministère de tutelle, voir comment faire. Est-ce qu'il y a des calendriers qui seront mis par rapport à ça? Est-ce qu'il sera possible d'avancer sur les sujets, des réunions qui seront ouvertes très factuellement parlant pour avancer sur ces sujets-là et que ça prenne pas des mois ou des années? Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, effectivement, nous espérons la libération de notre collègue. Aujourd'hui a été la goutte d'eau qu'a lancé ce mouvement au niveau national. Maintenant, je vous rappellerai que Marseille est dans l'œil du cyclone de tout ça, mais s'il y a un effet de contagion au niveau national, je sais que c'est très compliqué pour les habitants de Béziers et pour mes collègues effectivement d'assurer le service minimum là-bas parce que le mouvement est en train de s'étendre. Donc je pense on aura une vision, pas court-termiste des choses, mais c'est à moyen terme, en termes de semaines, qu'on pourra savoir si le mouvement s'est ralenti, est reparti de plus belle ou est-ce que c'est la fin de quelque chose ou le début d'autre chose peut-être d'ailleurs. Oui, vous le disiez, la situation à Marseille, à Béziers, ce sont peut-être seulement des déclencheurs qui mettent en avant un mal-être plus général. Quel est l'état d'esprit des policiers à l'heure actuelle, selon vous ? Alors, l'état d'esprit des policiers marseillais, ce que je connais, effectivement, que je côtoie tous les jours, ça reste toujours effectivement un climat d'anxiété avéré. Donc, c'est pour ça que les reprises se font avec parcimonie, si je puis dire. Maintenant, les Marseillais et les policiers marseillais, parce que les policiers souvent effectivement des Marseillais qui habitent dans la ville, sont aujourd'hui déchirés entre le fait de devoir servir, effectivement, la population et d'être au service effectivement du public et du plus grand nombre pour sécuriser les biens des personnes, parce que c'est la population marseillaise qui nous a toujours soutenus. Encore aujourd'hui, nous avons chaque jour des messages de soutien par SMS, par mail, dans la rue, nous sommes apostrophés, pour expliquer que les gens nous soutiennent en grande partie, effectivement, par rapport à ce qui se passe et à la situation qu'est la nôtre. Et la seconde chose, effectivement, c'est de savoir, aujourd'hui, effectivement, nous espérons vraiment la libération de notre collègue pour pouvoir enfin avancer sereinement dans les prochains objectifs que nous sommes, que sont les avancées et les réformes potentielles de la réforme protection fonctionnelle des policiers et le cas échéant, effectivement, des perspectives pour avoir un cadre juridique sécurisant pour mes collègues au quotidien dans les missions qui sont les leurs. Merci Edicide d'être intervenu sur BFM TV, délégué du syndicat de police SGP Police FO de Marseille. Un braquage en plein jour, en plein Paris. La bijouterie de luxe Piaget a été braquée, place Vendôme à Paris. C'était il y a quelques minutes, quelques heures. Il n'y a pas eu de blessés. Célia Giusfredi, vous êtes devant la bijouterie. Alors que sait-on du braquage ? Alors ce que l'on sait déjà, c'est que les faits se sont déroulés aux alentours de 13h ici dans la boutique Piaget que vous pouvez voir juste derrière moi, à quelques pas seulement de la place Vendôme. 3 individus sont entrés dans cette bijouterie avec une arme de poing, ont menacé le personnel à l'intérieur de la bijouterie pour dérober des objets de valeur. D'après les premières estimations des enquêteurs, le montant du butin serait estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Alors sur place, il y a toujours la police nationale, mais aussi et surtout la police judiciaire
judiciaire. Vous pouvez le voir, le rideau est totalement baissé ici à la boutique Piaget. À l'intérieur, plusieurs agents de la police judiciaire avec des gants, des mallettes qui ont inspecté plusieurs fois les vitrines pour essayer de retrouver des traces de ces voleurs. En tout cas, la brigade de répression du banditisme a été saisie et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour les chefs de vol à main armée en bande organisée et séquestration. Merci Célia Jusfredi avec Camille Martin en direct du 7e arrondissement de Paris. 15h48, la météo, pluie, vent, une météo très maussade en tout cas dans une grande partie nord de la France, surtout du côté de la Bretagne. Ça va durer encore un bon moment. Beaucoup de vent notamment est attendu à Saint-Malo où l'on retrouve Alexis Vivier avec un moniteur de voile qui va malheureusement devoir fermer boutique. Le vent, il va se durcir. Ici à Saint-Malo, on attend des rafales jusqu'à 80 km/h pour demain, 110 km/h en rafale localement sur le littoral breton. Alors forcément, il faut s'adapter pour les vacances et les activités. Alors vous le voyez derrière nous, il y a des chanceux qui partent faire de la voile. Et je suis avec le responsable du centre nautique de cette plage à Saint-Malo, Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors c'est un peu la dernière journée pour profiter avant le déluge, c'est ça? Disons qu'aujourd'hui, oui, on va essayer de profiter un maximum. Demain, ça paraît un peu compliqué, donc on a décidé nous de pas anticiper on a anticipé plutôt l'annulation. On fera rien demain, on ferme le centre de voile et maintenant on essaie de trouver des solutions pour reporter les activités à jeudi, vendredi, samedi. Ça a l'air compliqué aussi, donc voilà, on va essayer de concentrer nos activités sur jeudi et vendredi. Pas trop déçu les enfants? Non, mais de toute façon, quand on ne peut plus y aller, il y a un moment, la sécurité prime. Voilà, donc on ne prend pas de risque du tout. Voilà, aujourd'hui, les conditions, il ne fait pas très beau, mais les conditions sont assez bonnes pour faire de la voile quand même. Alors, question sécurité, justement, les vents ils vont être au-delà de 80 km/h. Ça va ressembler à quoi en mer? En mer, le vent va tourner un petit peu, donc la mer va se former. Déjà hier soir, la mer s'était pas mal formée. Ça sera sans doute inacceptable pour nous. Bon, après c'est quand même pas des vents non plus hyper forts, c'est 80 km/h annoncé. Je pense que les pêcheurs seront en mer quand même. Voilà, ça sera pas dramatique. Voilà, il faut donc s'adapter pour les touristes, les commerçants aussi. Les terrasses seront certainement vides demain à Saint-Malo. Et forcément, en mer, les autorités recommandent d'annuler toute activité de plaisance ou nautique. On le voit dans le ciel, on l'entend au vent. L'automne est bien là avant l'heure sur cette moitié nord. Ça fait plusieurs jours qu'on le ressent. On a ressorti les pulls, les coupe-vents. Alors, comment se passent les vacances des Haussiens qui ont choisi la Bretagne ou la Normandie, voire même le Pas-de-Calais? Il n'y a pas que la météo qui est maussade, l'humeur aussi. Théo Bassalina, Pauline Delevoye de BFM Littoral. Mais où est donc passé l'été? Dans la moitié nord du pays. Ce restaurateur dispose d'une terrasse de plusieurs dizaines de mètres. Un luxe. Mais cette année, il est presque impossible de l'exploiter sans se faire arroser. En clair, on divise à peu près par 3 le chiffre qu'on en a réalisé, par exemple, sur un lundi normal de juillet, où il faisait à peu près beau et où les gens ont profité complètement de la terrasse. Ouais. Selon Météo France, ce mardi devrait être la journée la plus fraîche depuis le début de l'été. À Lille, depuis quelques jours, les maximales ne dépassent pas les 20 degrés. Mais certains aiment les défis. C'est une glace en kawaii, aujourd'hui, ouais. Et n'hésite pas à déguster une glace en famille. Il fait 17 degrés, on revient de Bretagne où on a fait une randonnée, il pleuvait, il faisait du vent. Il n'y a que dans le sud où il fait canicule. Près de Dunkerque, même climat. Les parapluies sont de sortie et les blousons ont remplacé les maillots de bain. Ce restaurateur a fermé sa terrasse, mais il ne perd pas espoir et mise tout sur le mois d'août. Nous, c'est ce qu'on attend, c'est vraiment que le soleil réapparaisse et puis que les gens puissent revenir, qu'on ait une affluence de clientèle qui revienne vraiment, quoi. Dominique devra attendre un peu. Sur la fin de semaine, la moitié nord devrait connaître un autre pic de fraîcheur, avec des températures jusqu'à 5 degrés en dessous des normales. Restez avec nous à suivre sur BFM TV. Une centaine de ressortissants français sont en cours d'évacuation de Niamey. Un premier avion français a atterri dans la capitale du Niger, 2 jours après la violente manifestation contre l'ambassade de France. Des images en direct, vous le voyez, de cette évacuation qui commence et dont l'avion devrait partir aux alentours de 16h. On vous donne plus de détails dans notre journal dans quelques minutes. Mais avant cela, la météo. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR.
Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Bonjour, un fort coup de vent est attendu dans les prochaines 24 heures dans le nord-ouest de la France, essentiellement entre la Bretagne, que vous voyez ici derrière moi, avec déjà beaucoup de nuages, avec de bonnes rafales, la Normandie également, avec un temps très gris et des rafales qui avoisineront tout au long de l'après-midi les 60-70 km/h. Il va falloir rester prudent parce que les coefficients de marée à pleine mer demain seront élevés, plus ou moins 100, donc avec un risque de fortes rafales de vent, d'importantes vagues sur le littoral. Il faudra proscrire toute activité nautique pour la journée donc de demain, de mercredi. Voici les prévisions au petit matin, avec déjà donc des rafales autour de 70-80 km/h sur les côtes de la Manche. Dans l'intérieur des terres, le front pluvieux arrivé un peu plus tôt va continuer son chemin en direction de la plaine d'Alsace avec des pluies, avec là aussi un net renforcement, des rafales 60-70 km/h pour les plus importantes. Plus au sud, on restera matin comme après-midi sous le soleil, mais avec du vent toujours assez sensible entre la Corse et le continent. Dans l'après-midi, donc ces fortes rafales de vent vont encore s'intensifier. Vous le voyez ici sur les caps exposés, alors essentiellement sur la Bretagne et la Normandie dans un premier temps avec 100-110 km/h. Encore une fois, grande prudence. Vous êtes très nombreux en vacances sur le bord de mer. Vous allez être très nombreux à vouloir partir à la pêche à pied en raison des coefficients de marée élevés. Il faut vraiment proscrire ces activités dans les prochaines 24 heures. C'est vrai que c'est un coup de vent inhabituel, évidemment, en plein mois d'août. Voici les prévisions pour les températures de demain matin, avec des valeurs qui restent encore assez élevées en comparaison de ce qui nous attend pour la suite de la semaine. On sera sur du 14 degrés à Aurillac, 17 degrés à Paris, 15 degrés pour Lille, déjà 22 degrés sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, quand même, 35 degrés sur la moyenne vallée du Rhône, 24 pour Bordeaux, ça baisse de plus en plus. On aura 23 degrés à Paris, 19 à Cherbourg et donc 18 degrés sous le vent à Brest. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Verichic vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr et payez en 4 fois avec Floa. Dans quelques secondes, Léo va enfin relever les yeux de son portable. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 70 millions d'euros. Ah. T'es allé faire les courses, toi? Oui. On va pas chez eux d'habitude, hein? Mais maintenant, on y va. Quand on sait qui est le moins cher, pourquoi aller ailleurs? Leclerc est moins cher qu'Auchan, Intermarché ou Aldi, par exemple. Comme à Nice, Valence ou Cherbourg. Cet été, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Parce que votre chien fait partie de la famille, assurez-le. SantéVet, leader de l'assurance santé animale, rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. Mes délicieuses recettes de grand-mère. À chaque numéro, un ouvrage de référence illustré, plein d'astuces pour réussir les grands classiques de la cuisine traditionnelle. Le numéro 1 tarte et quiche à l'ancienne, 1,99 €. Son patrimoine, sa culture, sa gastronomie. La France est unique. CFC Croisière aussi. Embarquez au Havre pour une croisière 100% francophone vers l'Irlande, la Norvège, l'Islande ou le Royaume-Uni. CFC Croisière. La croisière à la française. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement, ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Moi,
j'ai économisé 9 175 € sur mon crédit immobilier. Moi, 380 € sur mon assurance auto. Et nous, 17 315 € sur notre assurance emprunteur. Moi, j'ai économisé 392 € sur ma mutuelle. Moi, 793 € sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur vos économies avec meilleur taux. Sur Paramount+. On est plus proche qu'on ne l'a jamais été. Un agent sous contrat ou une lionne? Une lionne, monsieur. Par le co-créateur de Yellowstone. On localise les épouses et les filles de ces cibles prioritaires. On place un agent dans leur entourage et on élimine la cible. Faut qu'on se tire! Ils l'ont démasqué! C'est le détonateur! Tirez! Il ne faut pas oublier pourquoi on se bat. Opération spéciale Lioness. Exclusivement sur Paramount+. Il est bientôt 16h sur BFM TV. Bienvenue à tous. Une centaine de Français attendent en ce moment leur évacuation de l'aéroport de Niamey. Le Quai d'Orsay procède au rapatriement de nos ressortissants 6 jours après le putsch militaire. Une tornade instantanée à l'origine de la mort d'un homme. Oui, selon la direction du parc aquatique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, d'où cette structure s'est envolée, structure gonflable qui a laissé une fillette de 4 ans entre la vie et la mort. Météo ou défaut de sécurité, l'enquête tente de le déterminer. Début de vacances maussades pour les Haussiens. Après la pluie, ce sont de grosses bourrasques qui sont attendues dans les prochaines heures. En soirée, un avis de tempête menace la Bretagne et la Normandie. Petit sac au bras, encadré par la police nigérienne dans un aéroport vide. Une centaine de Français attendent en ce moment à Niamey d'embarquer à bord des avions affrétés par Paris pour fuir le pays. Une opération d'évacuation qui avait été enclenchée un peu plus tôt dans la journée par le ministère des Affaires étrangères. Isabelle Gollens est au Quai d'Orsay. Isabelle, les autorités françaises suivent la situation minute après minute. Vous étiez auprès de Catherine Colonna. Oui, effectivement, et la ministre des Affaires étrangères qui a expliqué que la France estimait que la situation sécuritaire dans le pays était toujours très préoccupante. Elle a bien sûr rappelé les violences commises contre l'ambassade de France à Niamey, c'était dimanche dernier. Et puis elle a expliqué aussi qu'il avait fallu prendre en compte le fait que l'espace aérien du Niger avait été fermé et qu'il fallait offrir la possibilité aux ressortissants français de quitter le pays pour ceux qui le souhaitaient. La ministre n'a pas donné de chiffres précis, elle a parlé de quelques centaines de ressortissants français qui souhaitaient partir, en tout cas qui s'étaient fait connaître des autorités. Elle a également parlé de quelques centaines d'Européens, puisque les Européens pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, de ces vols d'évacuation, comme ça avait été d'ailleurs le cas en avril dernier au Soudan. Et puis, un dernier point important, la ministre a assuré que la France avait obtenu des militaires putschistes les accords nécessaires pour procéder à ces évacuations, c'est-à-dire concrètement que les ressortissants français peuvent toujours se rendre au point de rencontre, à savoir l'aéroport de Niamey, en toute sécurité. Les ressortissants français qui avaient reçu dès hier un email leur indiquant un point de rendez-vous à 14h à l'aéroport de Niamey. Merci Isabelle Gollens avec Bruno Ferraud pour BFM TV en direct du ministère des Affaires étrangères. On prend la direction de Niamey à présent pour vous retrouver Amaury Ochard. Vous êtes sur place à l'aéroport donc de Niamey où ces évacuations commencent avec ces centaines de ressortissants français, cette centaine de ressortissants français qui sont déjà sur place, des volontaires donc au départ. Exactement. Alors on est ici, il est 15h ici à l'aéroport. Il fait près de 35 degrés, c'est très chaud. On a l'aéroport Diori Amani, donc le nom du premier président qui lui-même a été renversé par un putsch en 1974. L'aéroport est totalement vide en fait, parce qu'il n'y a aucun vol qui décolle d'habituel de cet aéroport. Et vous l'avez dit, il y a des dizaines et puis maintenant une centaine, plus maintenant de Français qui sont arrivés, déposés par des collègues, par des amis, les uns après les autres, pris en charge par des militaires français. Tout se passe dans vraiment le calme, il n'y a aucun souci. Il y a en effet des forces de sécurité nigériennes qui supervisent le tout à bonne distance, mais vraiment, on peut dire que c'est le calme qui prédomine à l'heure actuelle.
Merci Amaury Auchard, en direct de l'aéroport international de Niamey pour BFM TV. Alors on le sait, la France avait un temps hésité avant de déclencher cette opération de rapatriement. Finalement, la décision a été prise face à la dégradation de la situation. Neila Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Comment se prend ce genre de décision pour enclencher une opération d'envergure ? Déjà, qui prend la décision ? C'est le chef de l'État. C'est Emmanuel Macron lui-même. On est dans le domaine réservé des présidents de la République, chef des armées, qui est en charge de la sécurité des Français, ou qui soit dans le monde. Donc il y a assez peu de doute que cette décision, même s'il n'y a pas de communiqué de l'Élysée l'annonçant, mais elle est prise par le chef de l'État. Ensuite, effectivement, quand est prise cette décision et pourquoi est prise cette décision ? Ça fait partie des options qui étaient à trancher ces derniers jours sur le bureau d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, à son retour d'un long voyage en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, la première réunion qu'il tient à son retour, c'est un conseil de défense ce week-end à l'Élysée, consacré à la situation au Niger. Donc sur la table à ce moment-là, plusieurs hypothèses, dont celle de l'évacuation, qui n'est pas l'hypothèse privilégiée. Le lendemain, l'attaque, ou en tout cas les manifestations très belliqueuses devant l'ambassade de France à Niamey. Et c'est là qu'il y a un début d'accélération du calendrier. L'ambassade prise pour cible, l'espace aérien fermé, donc l'impossibilité pour les ressortissants français qui souhaiteraient quitter le Niger de le faire par leurs propres moyens. Restait plusieurs décisions à prendre. Donc, quand évacuer ? Une fois que les conditions de sécurité sont réunies, retour au calme depuis dimanche, ce qui permet aux ressortissants de pouvoir rallier le point de ralliement tel que l'évoquait Amaury Auchard, dans un calme relatif et sans crainte pour leur sécurité. Quand l'annoncer ce matin, une fois qu'on s'est assuré que la matérialité de cette évacuation est possible, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'avions, qu'ils peuvent arriver jusqu'à Niamey. On sait que le chef de l'État a encore échangé, par exemple, hier, avec un certain nombre de présidents de pays frontaliers. Et la question très physique de savoir est-ce que l'avion passe, par l'espace aérien algérien pour arriver jusqu'au Niger. Est-ce qu'il contourne ? Tout ça, c'est les décisions qu'il faut prendre avant d'annoncer une décision d'évacuation. Il faut s'assurer que tout cela est faisable. Et puis, la dernière question, c'est comment mener cette évacuation. Donc là, c'est les questions très pratiques. Combien de Français veulent partir ? Combien d'Européens ? Combien d'avions on convoie ? La coordination avec les partenaires européens. Donc c'est ce qui fait que la décision, au final, est annoncée ce matin, alors qu'effectivement, elle était dans les airs, ou en tout cas qu'on pressentait qu'il y avait une interrogation autour de cette évacuation depuis quelques jours déjà. Alors comment les Nigériens voient-ils ces départs de ressortissants français, peut-être plus tard de ressortissants européens de leur pays ? Pour certains, rien ne le justifie. La question serait davantage politique. Le politique français n'a vraiment aucune raison de rapatrier sa population sur la France. Parce que j'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Donc, ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. Les Européens ne sont pas menacés au Niger. Tous les Européens n'ont pas de problème au Niger. Mais on n'a pas de problème avec les Français, les ressortissants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Avec nous au plateau, Ulysse Gosset, éditorialiste politique international. Ulysse, non seulement la France, mais aussi l'Italie et puis l'Allemagne ont procédé à ces évacuations, appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Ce sont des évacuations vraiment préventives ? Oui, mais il y a aussi la crainte d'une escalade militaire postérieure. On ne peut pas exclure qu'il y ait de nouvelles manifestations anti-françaises alimentées par les putschistes eux-mêmes, qui, je le rappelle, dimanche dernier, avaient eux-mêmes appelé à la manifestation sur la place publique, et ensuite ça a dérapé vers l'ambassade. La manifestation a été retransmise en direct à la télévision. C'était une façon d'appeler les gens à y aller. Donc on ne peut pas exclure des incidents futurs. On ne peut pas exclure non plus une intervention de pays extérieurs. Il y a non seulement les pays d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, qui ont dit qu'ils pourraient éventuellement envisager l'usage de la force si les putschistes refusaient de rendre le pouvoir d'ici dimanche prochain. Il y a un ultimatum qui court. Donc est-ce qu'il y aurait intervention ?
intervention. Ça paraît évidemment peu probable, mais on ne le sait pas. Et puis d'autres pays comme le Mali ou le Burkina, qui sont également dirigés par des putschistes et par des juntes, ont fait savoir que s'il y avait intervention de la CEDEAO, ils pourraient eux-mêmes intervenir. Donc la situation est très volatile, elle est incertaine, et c'est la raison pour laquelle la France décide de prendre les devants et de permettre aussi à ceux qui, quelle que soit la situation liée au putsch, veulent rentrer en France parce que c'est la période des vacances ou tout simplement parce que leur vie les amène à vouloir voyager. Il y a aussi des gens qui font des affaires au Niger ou des spécialistes des sociétés européennes ou autres qui veulent rentrer chez eux. Et donc, comme l'aéroport international est fermé, que les frontières sont fermées, le fait de procéder à une évacuation a une véritable utilité. Par ailleurs, Catherine Colonna avait récemment critiqué la junte militaire nigérienne qui avait déclaré que la France pourrait intervenir militairement après la violente manifestation devant l'ambassade dimanche. La ministre avait parlé de désinformation russo-africaine. À quel point la Russie a sa patte dans ce qui se passe actuellement au Niger, à Niamey en particulier? Alors, il y a deux choses. Il y a très certainement, dans une partie de la jeunesse du Niger, et notamment avec le mouvement de la société civile qui s'appelle le M62 comme l'indépendance du Niger, il y a très certainement un sentiment qui est opposé à la présence militaire française au Niger. Et de là à manifester devant l'ambassade et à la saccager et à, je dirais, encourager un sentiment anti-français, il y a un pas. Mais très certainement, l'instabilité du Niger, le fait qu'il y ait maintenant un putsch, qu'il y ait une confrontation possible, va être utilisé par les amis de la Russie en Afrique. La junte du Mali, par exemple, la junte du Burkina ou d'autres pays ont encouragé en fait les opposants. Lorsqu'on a vu ces drapeaux russes qui ont surgi devant l'ambassade, on a constaté que c'était des drapeaux tout frais, qui avaient été finalement sortis de leur carton au dernier moment. Ça veut dire qu'il y a des gens effectivement qui veulent surfer sur cette vague anti-française, entre guillemets, et éventuellement appeler un rapprochement avec la Russie. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que le Niger, comme d'autres pays africains, a des liens avec la Russie, avec le ministère de la Défense russe, notamment pour son équipement militaire, pour la formation des cadres militaires, et que donc il y a peut-être aussi au sein de la junte des gens qui ont envie de se rapprocher de Poutine. Mais néanmoins, la réalité impose à dire que l'origine du putsch n'a pas été déclenché par Poutine. C'est un désaccord entre le président de la République élu et son chef de la garde présidentielle qui est censé le protéger et qui se sentait menacé, qui pensait qu'il allait être limogé, qui a sans doute déclenché, qui a été le facteur déclencheur pour le putsch. Donc intérêt personnel qui ensuite ont vu finalement une coalition de gens qui se sont dit c'est le moment de prendre le pouvoir. Donc vous voyez que c'est une situation qui n'est pas très simple à décrypter, mais qui reflète toutes les complexités d'un pays comme le Niger, où il y a à la fois une vraie fierté nationale, il y a aussi des questions ethniques. L'ethnie majoritaire Haoussa n'est pas celle du président, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener finalement à de la défiance et finalement à des conflits, notamment un putsch. Un phénomène régional donc, avec Ouagadougou, avec Bamako, qui sont sous la férule de juntes militaires également. Est-ce qu'après le Mali et le Burkina, le Niger rejoint ces pays qui se débarrassent de la force française? Est-ce que ça sonne le glas de la présence française au Sahel? C'est la crainte, évidemment, en France, à Paris, de cet effet domino qui voit que la France est obligée de partir et d'abandonner ses bases, comme ça a été le cas de façon spectaculaire au Mali. Le Mali, où la France était intervenue pour empêcher la création d'un califat et la prise de pouvoir par les djihadistes. Aujourd'hui, effectivement, pour la France, l'enjeu est considérable, parce que si, effectivement, la France quittait le Niger, si elle rapatriait ces 1500 hommes qui sont sur cette base près de Niamey, eh bien, ça voudrait dire que c'est la fin de la présence militaire française au Sahel. Et n'oublions pas qu'à côté de la France, il y a des Allemands, des Italiens, des Européens, et que l'Europe est très engagée dans le soutien au Niger. D'ailleurs, après le coup d'État, des sanctions économiques ont été lancées contre le Niger, qui a besoin du soutien des pays européens pour assurer son développement. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Alors pour la France, effectivement, partir du Niger, ça voudrait dire quitter le Sahel, et ça serait sans aucun doute une grosse perte pour la stratégie française. En tout cas, ça serait la perte d'un allié absolument vital pour la France, pour l'Europe et pour les Américains en Afrique.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ulysse Gosset, évidemment, on continuera de suivre ces évacuations qui commencent donc pour ces quelques dizaines de ressortissants français qui ont déjà rejoint l'aéroport de Niamey au Niger. À la une cet après-midi également, 2 jours après le drame du Wonderland, ce parc de loisirs dans le Var, une structure gonflable qui a été projetée à une 50aine de mètres. La petite fille de 4 ans qui avait été grièvement blessée est toujours dans un état très sérieux aujourd'hui. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice BFM TV, revient pour nous sur les circonstances de cet accident. Un responsable évoque en effet une tornade instantanée. Ce sont les mots de l'un des responsables de ce parc à qui nous avons pu parler ce matin par téléphone. Il nous raconte que le matin de l'accident, les conditions météorologiques étaient bonnes, me dit-il, avec un vent qui soufflait entre 0 et 32 km/h d'après les différents relevés. Donc rien, selon lui, ne pouvait leur laisser présager qu'il y allait avoir ce drame quelques heures plus tard. Et lorsque ce drame est arrivé, me dit-il, ils l'ont vécu comme, et ce sont ces mots donc, une tornade instantanée, une bourrasque de vent soudaine qui a soulevé littéralement cette structure qui fait 12 mètres sur 20, qui pèse près de 2 tonnes, une tonne à l'intérieur, enfin, 1 tonne de la structure plus 1 tonne d'eau qui est à l'intérieur sur ce rectangle en fait gonflable qu'on va peut-être voir après à l'image. C'est ce que l'on voit là au fond avec les colonnes jaunes. Voilà, c'est cette structure qui s'est soulevée, qui s'est déportée sur plus de 50 mètres et donc en retombant, c'est là que ça a provoqué des blessures très graves au point que le père de famille âgé de 35 ans a succombé à ces blessures et donc sa fille, vous le disiez, est toujours hospitalisée. Ce responsable me disait que toute l'équipe est en deuil, effondrée par ce qu'il est arrivé et qu'ils ne comprennent toujours pas ce qui a pu se passer. Selon eux, toutes les conditions de sécurité ont été respectées, mais c'est désormais à l'enquête judiciaire de le déterminer, une enquête ouverte par le parquet de Draguignan pour homicide et blessures involontaires et qui devra déterminer donc si il y a eu violation ou non des règles de sécurité. Un coup de vent, c'est aussi ce qui menace une partie du nord-ouest de la France sur le littoral, puisqu'après la pluie, eh bien, c'est une tempête qui nous menace, des vacances maussades pour les Haussiens de Saint-Malo notamment. La dépression devrait également gagner toute la Bretagne ainsi que la Normandie avec des bourrasques attendues jusqu'à 100 km/h. Alors nous sommes allés à la rencontre de ces estivants qui oscillent entre morosité et résignation. C'est vrai que c'est pas très engageant d'avoir un ciel gris, quoi. Et les gens s'attendent à voir le midi ici. Donc c'est pas tout à fait le cas encore. Faut dire qu'on est un peu surpris, parce que avant, on a eu pendant les 3 derniers étés, là, on n'a eu que du beau temps. Et là, maintenant, on a une tempête au mois de juillet. Alors on se dit, ah là là, il pleut tous les jours en Bretagne. C'est pas vrai. Faut faire avec. On sait qu'on vit en Bretagne, en général, on sait pourquoi. C'est vrai que si on pouvait quand même avoir 2-3 rayons avant qu'on parte, ça pourrait être sympa. Mais sinon, non, c'est quand même agréable. Bonjour Kevin Flory. Bonjour. Un spécialiste météo, un phénomène estival exceptionnel donc qui s'apprête à déferler sur la France ces prochains jours, une partie de la France. Exactement. En fait, on a cette importante perturbation qui est en train d'arriver sur les îles britanniques et à son passage sur les îles britanniques, elle va générer en effet de fortes rafales de vent jusqu'à 100-110 km/h demain en journée. Mais ce que l'on va surtout surveiller, c'est le risque de vague submersion parce que en plus donc de ce vent fort qui va agiter la mer, on a un coefficient de marée qui sera très élevé demain soir lors de la pleine mer, donc entre le nord de la Bretagne et le Cotentin, coefficient à plus ou moins 100, donc c'est beaucoup. Évidemment, ce niveau de la mer sera donc déjà de base élevé par le fort coefficient de marée, mais sera encore plus haut en raison de la houle, en raison des vagues et donc en raison des pressions assez basses dans cette zone. Donc attention, demain, on pourrait avoir des débordements de la mer sur le littoral, sur les zones vraiment exposées à ce phénomène. Et ce sera le cas à Saint-Malo où nous étions à l'instant. Et en quoi, Kevin, ce phénomène météo est-il exceptionnel ? Alors il est exceptionnel tout d'abord parce qu'il se passe en plein mois d'août. Donc en effet, c'est un fort coup de vent, sans parler de tempête, c'est en tout cas un très fort coup de vent qui est annoncé. Donc c'est pour cela que c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de monde à l'eau. On parle beaucoup, c'est vrai, des baigneurs, mais il y a beaucoup de bateaux actuellement sur les côtes bretonnes, normandes, en remontant vers les Hauts-de-France. Je vous propose de regarder aussi les rappels couleurs essentiels sur les plages surveillées. Ça, c'est vraiment très important de respecter parce que demain, on sera sans doute sur du orange, voire du rouge bien foncé. Donc, quand c'est rouge, c'est une baignade interdite. Les maîtres nageurs sauveteurs seront toujours présents, mais c'est strictement interdit. Et puis, donc, pour les plaisanciers, les numéros d'urgence qui s'imposent en cas de besoin, là aussi,
aussi, c'est un rappel essentiel pour contacter les différents CROSS, la Société nationale de sauvetage en mer, Canal 16 sur les VHF, donc pour les plaisanciers à bord de bateaux, et puis depuis la terre, sur le littoral, on peut composer le 196 pour être mis en lien direct avec ces sauveteurs. Voilà, pour les précautions, donc pour les Haussiens qui sont en vacances, de quand date la dernière dépression similaire en France, de cette intensité à cette période de l'année? Similaire, c'est difficile de le dire, mais la plus grosse tempête connue dernièrement, c'était en juillet 2021, la tempête Cyprian, où on avait dépassé quand même les 140-150 km/h sur les côtes bretonnes début du mois de juillet. Donc là, c'était vraiment remarquable. Demain, ce sera aussi remarquable, mais avec une intensité heureusement bien moins prononcée qu'il y a donc maintenant 2 ans. A tout de suite, l'écho. Entreprendre et construire un climat d'avenir. Votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour Pierre Kupferman. Alors les chiffres sont têtus, en dépit de ce qu'ils affirment, les Français n'ont pas réduit leur consommation de viande. Non. Alors ça a été vrai en 2019, ça a également été vrai en 2020 au plus haut de la crise Covid, mais depuis la consommation de viande est repartie à la hausse avec une augmentation de 1% en 2021 et là, plus 0,8% en 2022. En même temps, Pierre, quand on regarde la démographie, la population française continue d'augmenter. Thomas, vous avez tout à fait raison. Ça a évidemment un impact sur la consommation alimentaire, mais même quand on compte en nombre de kilos par habitant sur l'année, eh bien, on voit que les tendances restent les mêmes, c'est-à-dire baisse en 2019, baisse en 2020, mais rebond en 2021 et 2022. Et comment on explique tout ça? Alors c'est très simple. En fait, les Français qui affirment consommer moins de viande se trompent de formulation. Ils devraient dire qu'ils achètent moins de viande au supermarché ou chez leur boucher. Parce que ça, c'est vrai. Notamment du fait de l'inflation, on a constaté en 2022 une baisse importante, supérieure à 4%. Et cette baisse, elle a touché en particulier la viande bovine, c'est-à-dire le bœuf et le veau, moins 14%. En revanche, au restaurant, dans les cantines, à la boulangerie, dans les fast-foods, alors là, ils continuent à privilégier les offres qui sont à base de viande, c'est-à-dire, je sais pas, le nugget, le sandwich au poulet, voilà, tout ça. Et peut-être que le problème, en fait, c'est que si on veut réduire cette consommation de viande-là, pour des raisons environnementales, eh bien, il faut changer progressivement l'offre. Et alors, quand on ne mange pas à la maison, est-ce qu'on change de type de viande? Eh bien oui, on voit clairement que dans ce qu'on appelle la consommation hors domicile dans le jargon, ce sont les viandes les moins chères, souvent importées d'ailleurs, il faut le préciser, qui dominent. Donc évidemment le poulet et dans une moindre mesure le porc, mais dans les deux cas, je vous le signale, c'est pas du label rouge ou très rarement. À l'inverse, les viandes qu'on ne sert pas dans les fast-foods et très rarement à la cantine, c'est-à-dire le lapin, la dinde, le cheval, le canard, voient leur consommation baisser en 2022. Je précise que dans le cas du canard, le plongeon, il est aussi largement dû à la grippe aviaire. Oui, évidemment. Si on fait un focus sur la viande de poulet, elle a beaucoup augmenté et pourtant, ce n'est pas la viande la plus consommée par les Français. Pas encore. Le porc continue en France à dominer assez largement. Mais comme vous allez le voir à l'écran, il s'est passé quelque chose en 2022. C'est que le poulet est passé devant le bœuf. Et c'est quand même un événement. Vous noterez aussi au passage que la viande star de Pâques, c'est-à-dire l'agneau, eh bien, est largement devancée par la viande star de Noël, c'est-à-dire la dinde. Merci Pierre. Entreprendre et construire un climat d'avenir. C'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 16h20 sur BFM TV. Comment partir en vacances sans trop polluer la planète? Suite de notre série consacrée aux vacances écolo. Les voyages en voiture électrique sont-ils vraiment si compliqués? Eh bien, notre équipe de reporters est partie rallier la côte atlantique depuis Paris. Reportage François Pitrel et Julie Poncet. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Votre programme avec Tuco Énergie, expert en installation de panneaux photovoltaïques. Plus d'infos sur tucoenergie.fr. Ça y est, c'est le grand départ, direction Le Croisic en Loire-Atlantique, mais en voiture électrique. Le GPS nous indique 500 km et 5 heures de route. Pour optimiser notre trajet, on va prendre quelques conseils avec Adrien Effre. Quelles sont les choses à faire ou ne pas faire pendant notre trajet?
La première chose à faire, ce serait de vérifier les caractéristiques de la voiture électrique, son autonomie, sa puissance de recharge. Deuxième conseil, ce serait de préparer au maximum le trajet pour localiser les points de recharge. Et enfin, troisième conseil, avoir une conduite la plus calme possible, en sachant que les phases de freinage et de décélération permettent de gagner de l'autonomie et donc de pouvoir aller plus loin. Notre voiture a une autonomie d'environ 300 km, mais elle n'était pas pleine au départ. Il nous faut donc faire un premier arrêt au bout de seulement 50 km. Les bornes de recharge sont localisables sur Internet. Il y en a plus de 100 000 aujourd'hui en France. Appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer une charge. À savoir, sans smartphone connecté à Internet et sans carte de crédit, impossible de recharger. Pour éviter de trop consommer, on s'est mis sur le régulateur de vitesse à 115 km/h et il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 20% de batterie pour éviter les mauvaises surprises si la borne de recharge ne fonctionne pas. Deuxième arrêt à mi-chemin pour de nouveau faire le plein d'électricité, cette fois sur une aire juste à côté de la station essence, à peu près 30 minutes d'attente. Sur cette aire d'autoroute, il y a 8 bornes de recharge. Aujourd'hui, nous sommes seuls, mais il faut peut-être prévoir un petit peu d'attente un jour de grand départ en vacances. Parti vers midi, il aura fallu un dernier stop avant de finalement s'approcher du but. Nous arrivons avec encore 30% de charge au compteur au bord de l'océan. Après 7h30 de route, 3 arrêts, ça nous a coûté à peu près 45 €. On est un petit peu fatigué et maintenant c'est à nous de recharger les batteries. Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec le parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. C'était votre programme avec Tuco Énergie, expert en installation de panneaux photovoltaïques. Plus d'infos sur tucoenergie.fr. Il y a ceux qui font l'info. Nous avons trouvé ce matin un accord. La réforme, oui, la chie en ligne. Et ceux qui l'expliquent. On voit que le pays bascule dans un moment de tension. Demain, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité pour tout le monde. Sur BFM Story, plus besoin de choisir. Que répondez-vous à ce que vous venez d'entendre sur le plateau? Pendant 2 heures, chaque jour, le plus célèbre des duos convie acteurs et commentateurs pour refaire l'info autrement. Les débats sont toujours animés dans BFM Story. BFM Story, présenté par Alain Marchal et Olivier Truchot, du lundi au jeudi à partir de 16h50, en direct sur BFM TV. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur Rentrediscount.com. Rentrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Vous avez pris du poids mais vous ne comprenez pas pourquoi? Alors scannez ce QR code et répondez à notre quiz pour faire le point sur vos habitudes. C'est très simple. Prenez votre téléphone, ouvrez votre appareil photo et scannez ce QR code. Vous n'avez plus qu'à répondre aux questions de notre quiz. Combien de verres d'eau buvez-vous par jour? Combien d'heures dormez-vous par nuit? Et découvrez les facteurs de votre prise de poids. C'est gratuit et sans engagement. Alors scannez ce QR code pour faire le point dès maintenant et reprendre le contrôle de votre vie. Ou rendez-vous sur comgem.fr. comgem.fr. PixPay, c'est la carte de paiement des ados copilotée par les parents. Vous versez son argent sur sa carte, c'est instantané. Il apprend à gérer ses finances, vous suivez ses dépenses. Et en ce moment, découvrez nos éditions limitées One Piece, à commander dès maintenant sur pixpay.fr. Et voilà, juste là la salle à manger, le salon, pour Internet, le code juste ici. Bien sûr, la vue, les vacances de rêve. Dernière chose, pour les courses, je vous conseille... Pour les courses, c'est bon. On sait où c'est. Non mais vous avez un centre commercial qui est... C'est bon, je te dis. Tu laisses tomber. On sait où aller. Quand on sait qui est le moins cher, pourquoi aller ailleurs? Leclerc est moins cher que Magasin U, Carrefour ou Lidl, par exemple. Comme à Avignon, Annecy ou Saint-Martin-de-Ré. Cet été, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Sur Paramount+. On est plus proche qu'on ne l'a jamais été. Un agent sous contrat ou une lionne? Une lionne, monsieur. Par le co-créateur de Yellowstone. On localise les épouses et les filles de ces cibles prioritaires. On place un agent dans leur entourage et on élimine la cible. Faut qu'on se tire! Ils l'ont démasqué! C'est le détonateur! Tirez! Il ne faut pas oublier pourquoi on se bat. Opération spéciale Lioness. Exclusivement sur Paramount+. Prendre soin de la planète, c'est tout vous. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est comme consommer plus responsable ou recycler. Quant à s'engager et être plus solidaire, on ne sait pas toujours comment faire. Heureusement,
Ces gestes, vous les faites déjà en étant client chez SFR. Car avec nos mobiles et box reconditionnés, la mise en veille automatique de nos décodeurs TV, l'accompagnement vers l'emploi de 10 000 jeunes en 2022 ou nos gigas offerts à Emmaüs Connect, SFR agit pour être plus responsable et solidaire avec vous. Parce que votre chien fait partie de la famille. Assurez-le. SantéVet, l'assurance qui rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. VeryChic vous offre des voyages extraordinaires jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable et partez à la découverte du monde avec VeryChic. Séjournez en hôtel de luxe et profitez d'avantages exclusifs. Inscrivez-vous gratuitement sur verychic.fr et payez en 4 fois avec Floa. Dans quelques secondes, Léo va enfin relever les yeux de son portable. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 70 millions d'euros. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. Bonjour, beaucoup de vent et de la pluie dans les prochaines heures sur une grande partie de la France. Le temps est en train de changer avec l'arrivée d'une importante perturbation sur les îles britanniques qui va très vite nous concerner. Avec déjà donc en ce moment l'arrivée de nouveaux nuages sur les départements bretons, de la pluie, un renforcement du vent à prévoir dès la soirée. Mais c'est vraiment petit matin. Demain, que les rafales vont vraiment se réveiller. 70-80 km/h entre France et Angleterre. Beaucoup de vent également dans l'intérieur. Regardez au passage du front pluvieux ici avec des pointes jusqu'à 70 km/h. On restera au calme plus au sud, matin comme après-midi avec du soleil, mais avec ce vent qui restera lui aussi sensible de la Corse en revenant vers le continent. Dans l'après-midi, renforcement du vent donc sur les côtes de la Manche, 100-110 km/h tout à fait possible. Et puis arrivée donc d'un autre front pluvieux avec des précipitations là aussi parfois assez généreuses, plutôt sous forme d'averses, mais elles seront présentes. À l'avant, un peu plus de soleil, mais du vent très sensible là également, avec jusqu'à 70 km/h, peut-être un peu plus dans l'intérieur des terres. Avant une dégringolade du mercure à partir de jeudi matin, les prévisions restent assez douces pour les températures du matin, avec 17 degrés quand même pour Paris, 15 degrés dans le nord en direction de Strasbourg, 22 degrés dans le sud-est. Et dans l'après-midi, on va avoir chaud encore en vallée du Rhône, jusqu'à 35 annoncés, 24 degrés pour Bordeaux, 22 degrés pour Nantes. Il fera 19 degrés tout au plus dans le département de la Manche. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+ et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. À 16h30, à la une de l'après-info cet après-midi, plus que quelques dizaines de minutes avant le départ. Le premier avion envoyé par la France pour rapatrier les ressortissants du Niger s'apprête à quitter Niamey. Un second vol a quitté le sol français pour compléter ses rotations. Pour le moment, une centaine de volontaires patientent pour quitter le pays 2 jours après la violente manifestation contre l'ambassade de France. 10 à 15 millions d'euros de préjudice, c'est l'estimation faite du braquage qui a eu lieu aujourd'hui dans une boutique Piaget, une bijouterie de la place Vendôme à Paris. Les auteurs ont pris la fuite sans faire de blessés. Les détails dans ce journal. Une tornade instantanée à l'origine de la mort d'un père de famille. C'est l'argument en tout cas de la direction du parc aquatique d'où s'est envolée une structure gonflable laissant une fillette de 4 ans entre la vie et la mort. Météo ou défaut de sécurité dans le Var. L'enquête tente de le déterminer. Mais tout d'abord, les ressortissants français sont donc arrivés à l'aéroport de Niamey, les premiers volontaires, une petite centaine, qui attendent d'embarquer à bord de cet avion militaire, le premier qui devrait quitter aux alentours de 17h heure française, 16h locale, le tarmac de l'aéroport de Niamey. Des avions militaires affrétés donc par la France face à la dégradation de la situation au Niger 2 jours après ces manifestations devant l'ambassade de France. Une centaine de personnes, vous le voyez, qui font la queue actuellement. On fait le point dans ce reportage de Yael Khan. Les évacuations des ressortissants français ont débuté. Une à une, ces voitures entrent à l'aéroport international de Niamey où le premier avion français, un Airbus A330, a atterri. Une rotation de plusieurs appareils va y être effectuée pour évacuer les Français et les Européens.
Le Quai d'Orsay justifie cette opération d'évacuation par la dégradation de la situation sécuritaire au Niger et la fermeture de l'espace aérien suite à la prise de pouvoir des militaires. Ce dimanche, Niamey a été le théâtre de manifestations hostiles à la France. Des manifestants qui soutiennent les militaires putschistes ont attaqué l'ambassade. Mais selon certains Nigériens, ces événements ne remettent pas en cause la sécurité des ressortissants français du Niger et ne nécessitent pas leur évacuation. J'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiotique avec cette population française vivant au Niger. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. C'est un raté encore de plus du politique français. On n'a pas de problème avec les Français et les ressortissants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Au total, près de 600 ressortissants français se trouvent actuellement au Niger. Sur BFM TV, on prend la direction de la résidence de villégiature du président de la République au fort de Brégançon, dans le Var, avec vous. Angie Loata, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on affirme que le président français organise à distance, avec de nombreux interlocuteurs, ces évacuations. Oui, effectivement, évacuation de 600 ressortissants français, environ 600 ressortissants français présents donc au Niger. Ça se fait via l'Elysée, effectivement, et Emmanuel Macron suit de près la situation d'après son entourage. Son entourage qui nous fait savoir également que le président de la République ces derniers jours a décroché son téléphone à de nombreuses reprises sur cette crise au Niger pour s'entretenir d'abord avec le président élu Mohamed Bazoum à plusieurs reprises, le président élu du Niger, avec également les chefs d'État de la région, ceux qui composent également la CEDEAO près du Niger, et puis également pour s'entretenir avec ses ministres, les ministres concernés. On pense notamment à Catherine Colonna, la ministre des Armées, et puis avec le personnel, les membres de l'ambassade de France. Ambassade de France importante dans ces derniers jours pour Emmanuel Macron. Il a eu évidemment un œil extrêmement attentif à ce qu'il s'est passé dimanche avec ces milliers de manifestants hostiles à la France qui s'étaient réunis devant l'ambassade, des milliers de personnes, et un communiqué assez rapide de la part de l'Elysée dimanche en fin d'après-midi, expliquant que quiconque s'attaquerait à la France, aux ressortissants français, aux militaires français, 1500 militaires français présents sur place au Niger, aux diplomates ou aux emprises tout simplement de la France sur place, verrait une réplique immédiate et intraitable de la part de la France. Voilà donc un dossier prioritaire pour Emmanuel Macron qui a donc débuté ses vacances. Merci Angie Loata, en direct de Bormes-les-Mimosas avec Caroline Bertolino pour BFM TV. Pas d'évacuation donc, c'était le discours il y a encore 48 heures. Finalement si, qu'est-ce qui a précipité ces opérations aujourd'hui? Explication d'Ulysse Gosset, éditorialiste politique international de BFM TV. Bien, c'est avant tout la volonté d'assurer la sécurité des Français en se disant que si évacuation il devait y avoir, il valait mieux l'organiser, je dirais, sans précipitation, avec des moyens qui sont mis en œuvre de façon, je dirais, efficace, avec l'accord des autorités du Niger. C'est très important car l'espace aérien est officiellement toujours fermé. L'aéroport ne fonctionne pas, les frontières également du pays sont fermées. Donc il valait mieux essayer de trouver un accord avec les putschistes pour leur demander l'autorisation d'atterrir et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ces avions français qui pourraient arriver à Niamey, puisque vous savez que la France a été accusée par la junte de vouloir intervenir militairement. Donc il fallait désamorcer cette incompréhension ou ce malentendu, ce qui a été fait. La ministre d'ailleurs des Affaires étrangères l'a confirmé hier, il n'y avait pas du tout de plan d'intervention français à ce stade. Et donc il fallait essayer d'organiser cette évacuation dans les meilleures conditions possibles pour que les Français puissent donc rentrer en France s'ils le souhaitent ou rester au Niger s'ils le souhaitent, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Français qui vont vouloir rester, qui ont toute leur vie au Niger et qui ne se sentent pas menacés. Et je dirais c'est pour réitérer ce qui avait été fait en Afghanistan. Vous vous souvenez peut-être de l'évacuation de Kaboul. Les Français, là aussi, avaient pris les devants et appelé plusieurs mois avant le départ annoncé des Américains, leurs ressortissants à quitter le pays. Plusieurs vols avaient été organisés par le Quai d'Orsay et avec l'ambassade de France à Kaboul pour justement préparer les choses avant qu'elles ne dégénèrent. C'est un petit peu la même conduite qui a été mise en place, avec l'idée quand même que la situation est loin d'être réglée, puisqu'il y a un ultimatum qui court jusqu'à la fin de la semaine de la CEDEAO. De la part des pays
d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Est-ce qu'il y aura intervention militaire? Personne ne le sait. Mais en tout cas, les putschistes, pour l'instant, semblent déterminés à rester. Pas question de rendre les armes. Et le président Bazoum, qui a été élu démocratiquement, refuse toujours de démissionner. Donc, il y a une sorte de face-à-face, de statu quo, qui peut éventuellement mal tourner, d'autant que d'autres manifestations sont prévues dans la semaine. Donc, il s'agissait de prévenir et d'organiser les choses pour qu'elles se passent le mieux possible. Évidemment, ça constitue aussi un geste vis-à-vis du pouvoir du Niger, en disant nous partons, vous avez les clés en main et cela annonce peut-être d'autres décisions pour l'avenir. Dans l'actualité également, ce braquage en plein jour au cœur de Paris. La bijouterie de luxe Piaget a été braquée près de la place Vendôme à Paris en début d'après-midi. Il n'y a pas eu de blessés. Célia Juste-Freddy, vous êtes devant cette boutique du 2e arrondissement. Que sait-on du braquage, Célia ? Alors pour le moment, ce que l'on sait, c'est que les faits se sont déroulés aux alentours de 13h cet après-midi dans la boutique Piaget que vous pouvez voir juste derrière moi, à seulement quelques pas de la place Vendôme que l'on peut apercevoir. Alors 3 personnes sont entrées dans cette bijouterie avec une arme de poing, ont menacé le personnel de la boutique pour dérober des objets de valeur. En tout, d'après les premières estimations des enquêteurs, le montant du butin serait estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Alors sur place, il y a toujours la police nationale, mais aussi la police judiciaire qui est actuellement à l'intérieur de la boutique. C'est pour ça que le rideau est baissé dans la boutique. On a pu voir donc plusieurs agents de la police judiciaire avec des gants, des mallettes pour sûrement retrouver des indices quant aux voleurs. En tout cas, la brigade de répression du banditisme a été saisie et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour les chefs de vol à main armée en bande organisée et séquestration. Merci pour ces précisions, Célia Juste-Freddy, en direct du 2e arrondissement de Paris avec Camille Martin. 16h38, on fait le point à présent au lendemain de la mort de ce père de famille emporté par le vent dimanche dans la structure gonflable où il jouait avec sa fille à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. La direction du parc d'attractions se dit en deuil. Elle déplore une tornade instantanée qui aurait, selon elle, emporté la structure. Alors, bourrasque imprévisible ou défaut de sécurité, l'enquête est en cours pour identifier les causes de ce tragique accident. Hilal El-Aflahi. Plus de 24 heures après le drame qui a coûté la vie à un homme de 35 ans, les responsables du parc Wonderland déclarent être en deuil, effondrés pour la famille touchée. L'un d'eux s'est confié à BFM TV. Il indique que rien ne laissait présager un tel incident. On a vécu une tornade instantanée. Le matin même, les conditions météorologiques étaient très bonnes. Une bourrasque imprévisible s'est abattue soudainement, décrochant d'un coup cette seule structure gonflable, sans impacter les autres. Ce dimanche, Météo France enregistrait des rafales de vent de plus de 50 km/h à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Mais l'un des responsables de Wonderland l'assure, les mesures de sécurité encadrant le parc et ses installations étaient bel et bien respectées. La structure rectangulaire qui s'est envolée pèse 2 tonnes. 1 tonne pour la structure et 1 tonne d'eau à l'intérieur. Elle était fixée avec 10 crochets, supportant chacun un poids total de 200 kg. Un dispositif qui n'a pas empêché l'envol de la structure gonflable où se trouvaient un père et sa fille. L'installation s'est retrouvée à plusieurs mètres de hauteur avant de s'écraser, causant la mort du père de famille âgé de 35 ans. Sa fille de 4 ans est toujours hospitalisée dans un état critique. L'un des responsables de Wonderland affirme avoir déjà fermé le parc mardi et mercredi dernier à cause de conditions météorologiques défavorables. 2 jours de fermeture par précaution qui auraient dû les alerter selon cette habitante dont la maison donne sur les installations. Il y avait déjà une structure qui s'était envolée. Donc voilà, c'était prévisible, quoi. Le parc Wonderland était installé sur ce terrain depuis le début du mois de juin. Une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte. À noter que l'autre parc Wonderland Stiolui à Roquebaron, toujours dans le Var, est lui aussi fermé. Décision prise par le maire de la commune par mesure de précaution, le temps de l'enquête. Alors on l'a entendu, on a vécu une tornade instantanée. C'est en tout cas ce que déclarent les responsables du parc. On fait le point avec vous, Kevin Fleury. Dimanche après-midi, dans ce secteur du Var, il y a eu cette tempête, cette tornade instantanée. Alors les conditions étaient très calmes en fait dans la zone. C'était des conditions anticycloniques.
britannique avec du ciel bleu. Il n'y avait pas d'orage. Donc pour qu'une tornade se produise, une tornade comme on la connaît tous, c'est donc ce cône qui descend d'un nuage d'orage et qui vient apporter des vents violents. Visiblement, ce n'était pas du tout le cas. On a eu des rafales entre 12h et 15h, autour de 46 km/h pour les plus importantes. Ça, c'est les données de Météo France officielles. La station est installée en plus au cœur de cette commune. Et à partir de 15h, on a eu une rafale à 53 km/h. En revanche, ce qui a pu se produire, c'est ce qu'on appelle un tourbillon de poussière, un dust devil, pour parler en anglais comme les Américains. Donc en fait, c'est un cône qui se produit de vents assez forts, qui peuvent être assez forts, peut-être plus conséquents que les 50 km/h, mais qui donc se crée dans une masse d'air sèche et chaude. Et ça, c'est éventuellement ce qui a pu se produire. Pour le confirmer, seuls les témoins sur place pourront le dire, puisque la station Météo France n'est pas capable évidemment d'affirmer qu'il y a eu un dust devil, et évidemment les prévisionnistes non plus. Donc voilà pour la situation météo sur place. Une tornade, comme on la connaît tous, ça semble assez compliqué pour le moment. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non ? Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver ? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Bonjour, un fort coup de vent est attendu dans les prochaines 24 heures dans le nord-ouest de la France, essentiellement entre la Bretagne, que vous voyez ici derrière moi, avec déjà beaucoup de nuages, avec de bonnes rafales, la Normandie également, avec un temps très gris et des rafales qui avoisineront tout au long de l'après-midi les 60-70 km/h. Il va falloir rester prudent parce que les coefficients de marée à pleine mer demain seront élevés, plus ou moins 100, donc avec un risque de fortes rafales de vent, d'importantes vagues sur le littoral. Il faudra proscrire toute activité nautique pour la journée donc de demain, de mercredi. Voici les prévisions au petit matin, avec déjà donc des rafales autour de 70-80 km/h sur les côtes de la Manche. Dans l'intérieur des terres, le front pluvieux arrivé un peu plus tôt va continuer son chemin en direction de la plaine d'Alsace avec des pluies, avec là aussi un net renforcement, des rafales 60-70 km/h pour les plus importantes. Plus au sud, on restera matin comme après-midi sous le soleil, mais avec du vent toujours assez sensible entre la Corse et le continent. Dans l'après-midi, donc ces fortes rafales de vent vont encore s'intensifier. Vous le voyez ici sur les caps exposés, alors essentiellement sur la Bretagne et la Normandie dans un premier temps avec 100-110 km/h. Encore une fois, grande prudence. Vous êtes très nombreux en vacances sur le bord de mer. Vous allez être très nombreux à vouloir partir à la pêche à pied en raison des coefficients de marée élevés. Il faut vraiment proscrire ces activités dans les prochaines 24 heures. C'est vrai que c'est un coup de vent inhabituel, évidemment, en plein mois d'août. Voici les prévisions pour les températures de demain matin, avec des valeurs qui restent encore assez élevées en comparaison de ce qui nous attend pour la suite de la semaine. On sera sur du 14 degrés à Aurillac, 17 degrés à Paris, 15 degrés pour Lille, déjà 22 degrés sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, quand même, 35 degrés sur la moyenne vallée du Rhône, 24 pour Bordeaux, ça baisse de plus en plus. On aura 23 degrés à Paris, 19 à Cherbourg et donc 18 degrés sous le vent à Brest. C'était la météo avec SFR. C'est bien couvert là, non ? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur Atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. L'après-info, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci Fanny. À demain. On se retrouve demain. Vous restez sur BFM TV. Dans un instant, Alain Marchal arrive pour BFM Story. Bonne fin d'après-midi. Peugeot et ses